Alors, quelle solution d'anglais pour les ATO? Alors, qui dit formation de pilote pro, dit passage obligatoire d'un examen d'anglais. Et je dis bien un examen d'anglais et non pas l'examen d'anglais, parce que comme vous le savez bien, il n'y a pas qu'un seul moyen d'obtenir sa qualification de compétences linguistiques. Alors, dans quel cas l'obtention d'une qualification de compétences linguistiques, appelée couramment FCL 55, est-elle obligatoire? Alors, il y a deux cas de figure. Pour l'obtention d'un IR dans le cadre d'une formation modulaire, et pour la validation pure et simple de la licence dans le cas d'une formation intégrée. Alors, un grand paradoxe auquel on est tous confrontés dans le milieu, c'est le fait que pour valider un IR ou pour valider une formation professionnelle intégrée, on est obligé de réussir un test d'anglais qui répond à la fois aux exigences FCL 55B et FCL 55D de l'EASA. FCL 55B concerne la compétence linguistique tout court, et FCL 55D, c'est l'alinéa qui traite uniquement l'IFR. Donc pour valider une formation de pilote pro, on est obligé de passer un test d'anglais, bien sûr, spécifique à l'IFR. Or, dans la majorité des cas, les pilotes en ATO, les jeunes élèves en ATO, qui passent ce test, le font avant d'avoir acquis les bases de l'IFR. Pourquoi ça se passe comme ça? Tout simplement parce que les écoles savent que si la personne n'a pas son niveau 4 IFR avant de passer son IR, il ne pourra pas faire apposer la qualif sur sa licence. Donc pour éviter les blocages, les écoles, pour la plupart, demandent à ce que le pilote soit déjà titulaire d'un niveau 4 avant de commencer la formation. Et pour les pilotes en formation intégrée, s'ils n'ont pas l'anglais, ils n'ont pas du tout de licence. Alors quelles sont les options adoptées par les ATO dans la majorité des cas? On peut dire qu'il y a trois écoles, si je puis dire. La première école, tout simplement, c'est « démerdez-vous ». Alors, dans les écoles de style « démerdez-vous », l'école ne s'occupe pas du tout de l'aspect langue anglaise de la formation. Elle va dire tout simplement aux élèves allez passer un test auprès de qui vous voulez, mais ce qu'on veut, c'est que vous ayez le papier avant de passer votre IR. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Alors, quelque part, du point de vue d'un ATO, c'est plutôt bien parce que ça décharge l'ATO de la responsabilité de la formation d'anglais de ses pilotes. Mais en même temps, l'inconvénient de cette approche, c'est que ça encourage en fait le tourisme du FCL 55. C'est-à-dire que les élèves vont choisir un opérateur, non pas en fonction de la qualité de la prestation, mais tout simplement en fonction de qui est-ce qui va donner le niveau 5 le plus facilement, ou qui est-ce qui va donner le niveau 6 le plus facilement. Donc on va être à la recherche d'un test non pas sérieux, mais tout simplement facile. Alors le deuxième cas de figure qu'on voit souvent dans les ATO en France, c'est celui de la solution toute faite. Alors la solution toute faite, c'est quoi? Tout simplement, on fait venir un organisme dans les locaux de l'école pendant 2, 3, 4 jours typiquement, et à l'issue de la formation, les élèves ils passent tous le test. Alors bien souvent, on a tendance à appeler ce genre de solution une formation d'anglais. Sauf que ce n'en est pas une. Ce n'est pas une solution de formation. C'est une solution de préparation / familiarisation. Et il ne faut pas se leurrer, la plupart des organismes qui proposent ce genre de solution ne sont pas en train d'apprendre l'anglais aux élèves, ils sont tout simplement en train d'apprendre aux élèves comment réussir l'examen. Donc quelque part, on n'est pas en train de travailler son anglais, on est en train d'acheter un résultat, tout simplement. Et cette solution-là remonte à l'époque où il y avait encore la fameuse QRI, où on avait quelques créateurs de la QRI qui avaient monté des petits organismes de formation à côté et qui vendaient des packages de bachotage. Surtout à l'époque des écoutes de bande de la DGAC, on pouvait aller dans des organismes et bachoter de la bande, bouffer de la bande, jusqu'à ce qu'on soit complètement à l'aise avec le contenu de l'examen. L'avantage de cette solution pour les ATO, c'est que ça permet de faire quelque chose d'à peu près sérieux pour les élèves. Ça permet de planifier quelque chose dans le planning des vols qui n'interfère pas avec l'organisation de l'école. Mais l'inconvénient, c'est que ça encourage ce qu'on appelle en anglais « the negative backwash ». C'est-à-dire que les élèves, ils vont pas se focaliser sur une amélioration de leurs compétences en anglais, mais tout simplement, ils vont se demander « mais comment je fais pour réussir cet examen? Quelles sont les choses que je dois faire pour avoir mon niveau 5 ?» tout simplement. Le troisième cas de figure concerne les écoles qui ont un professeur en interne et qui organisent des cours tout au long de l'année. Alors, il y a quelques écoles comme ça en France maintenant et je vois de plus en plus d'écoles qui s'engagent dans ce genre de solution. Donc, ça consiste à avoir un professeur soit qui est salarié de l'école, soit qui est payé en tant que prestataire pour faire X nombre d'heures par semaine.
et on planifie en même temps que les cours au sol ou les cours en vol, des cours d'anglais pour travailler l'anglais aéronautique général, donc pour créer de la culture linguistique dans l'école. Donc ça c'est quelque chose qui marche très très bien pour les élèves qui sont motivés parce que ça permet d'avoir un entretien régulier du niveau d'anglais des élèves. Mais l'inconvénient, c'est que de temps en temps, les élèves qui sortent surtout du système scolaire français vont percevoir ça comme une corvée et on va voir une baisse de l'assiduité des élèves qui assistent ou non à ces cours. Alors, quelle est la meilleure solution pour un ATO qui cherche à sortir des élèves avec un niveau d'anglais qui tient la route? Eh bien, la première chose à faire, et ce n'est que mon avis, c'est de créer une culture anglophone au sein de l'école. Alors, quand je dis une culture anglophone, c'est pas juste faire 2 jours de cours et passer le test, ça c'est du bachotage, c'est pas de l'apprentissage. Créer une culture anglophone au sein de son école, ça passe par plusieurs choses. La première chose, c'est quand on fait l'ATPL en anglais, il faut vraiment que les cours soient donnés en anglais. Donc, bien souvent dans les écoles où ils vendent soi-disant l'ATPL en anglais, la plupart du temps, même si les supports de cours sont écrits en anglais, les explications se font en français. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir des TKI qui ont vraiment un très bon niveau d'anglais, qui s'astreignent à ne parler qu'en anglais. Ça, c'est très important. Une culture anglophone au sein d'un ATO, ça passe aussi par la présence de gens qui ne sont pas du tout francophones. Donc, j'ai vu ça dans certains ATO en France maintenant qui accueillent beaucoup d'élèves de différents pays. J'ai vu des Allemands, des Chinois, des Taïwanais, des gens un peu du monde entier. Et le fait d'avoir ces élèves qui se mêlent aux élèves français en même temps, ça crée aussi le besoin de communiquer en anglais. Pas juste de décrire des photos à tire-larigot, mais un véritable besoin de communiquer avec les gens en anglais au quotidien. Et ça, c'est très très important. Troisième chose, ça serait d'intégrer l'apprentissage de l'anglais au cours en vol. Quand on vole, on fait la radio en anglais. Beaucoup d'écoles le font maintenant, mais il y a encore quelques écoles qui sont un peu réticentes à ce que tout soit fait en anglais. Mais si vraiment on veut se mettre en mode anglophone quand on vole, il faut vraiment qu'on s'astreigne à ce que tout soit en anglais, du début à la fin. Les briefings, les messages radio, la préparation du vol, il faut vraiment que tout soit fait en langue anglaise de façon à ce que les élèves qui en sortent soient vraiment à l'aise. Autre chose qu'il faudrait changer, je pense, c'est le moment auquel on passe le test d'anglais. Il faut vraiment attendre que les élèves aient déjà volé en IFR pour voir ce que c'est que l'IFR. Non seulement pour ce qui est des clairances, mais aussi pour ce qui est de la communication à toutes les phases du vol. Au sol, en l'air, la préparation. Il faut vraiment que l'élève soit à l'aise pour s'exprimer en anglais. Et il faut que le test FCL 55 reflète le niveau déjà acquis et que ce ne soit pas juste des élèves qui s'achètent un papier. Ça serait bien également que les ATO, qui font surtout de la formation intégrée, testent le niveau d'anglais à l'entrée. Et quand je dis teste le niveau d'anglais, je ne veux pas dire faire des QCM à 2 balles sur Internet avant d'intégrer les élèves. Il faut vraiment que quelqu'un qui s'y connaisse fasse une véritable évaluation. Il n'y a pas de plus grand crève-cœur que de voir les élèves mettre 150 000 € parfois sur table pour faire une formation sur 18 mois, d'arriver en fin de formation sans jamais avoir pensé à l'anglais et d'avoir la DGAC qui leur annonce « vous avez 3 mois pour passer un test d'anglais, sinon vous n'aurez pas du tout de licence ». Donc, il faut vraiment qu'on instaure une véritable évaluation d'anglais à l'entrée de toutes les écoles. Et globalement, dans le monde des ATO, ce qu'il faut essayer de faire, c'est arrêter de percevoir l'anglais comme juste un autre papier qu'il faut acquérir pour avoir sa licence. L'anglais, c'est vraiment la clé de la réussite de tous les élèves. Il ne faut pas oublier que les élèves qui vont partir en entretien d'embauche dans les compagnies, surtout anglo-saxonnes, vont être en concurrence avec des élèves qui sortent d'écoles néerlandaises, belges, danoises, suédoises, de pays où l'anglais est pratiqué en permanence, où les films ne sont pas doublés, où les gens sont à l'aise pour prendre la parole. La seule manière de faire en sorte que les élèves d'écoles françaises arrivent à ce niveau-là, c'est d'instaurer encore une fois cette culture anglophone au sein des écoles. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.